Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les déguerpis de la cité Tobago juxtant le domaine aéroportuaire viennent d'être recasés par le chef de l'État. 2 sites à Ngor et à Yoff ont été mis à leur disposition. Les 72 familles victimes de destruction de leurs biens ont été aussi indemnisées. Innover dans la production et la transformation des produits agricoles pour éviter la dépendance à l'importation. C'est la recommandation phare du rapport 2017 de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires. Les grandes lignes à découvrir dans cette édition. Nous vous invitons à une partie de chasse au cœur du Sine, une pratique annuelle que perpétuent les habitants de Ndiaye Ndiaye à Fatick. La chasse de Diobaye est un legs de 1303 que la rubrique au cœur de nos cultures revisite ce soir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, les 336 familles victimes du déguerpissement au niveau du domaine public aéroportuaire de la cité Tobago viennent d'être recasées. 2 sites ont été choisis à Ngor et à Yoff. Le président Macky Sall a également décidé de soutenir les 72 familles qui ont eu des biens détruits à travers un appui de 10 à 20 millions de francs CFA pour chaque victime. La cérémonie de remise d'attestation d'attribution de parcelles s'est tenue hier à la salle des banquets. Compte rendu par Biram Bigendiaye. Le soulagement. Après 25 mois de supplice, fini la souffrance et le calvaire de 336 familles victimes de déguerpissement sur le domaine public aéroportuaire voisine à la cité Tobago en juin 2015. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il s'agit pour le président de la République Macky Sall de réparer un préjudice. Dans un élan humanitaire empreinte de générosité, le chef de l'État a fait de ce dossier sensible une priorité, suivie au quotidien par le gouvernement. Attaché au principe de justice sociale, j'informais le 16 mai 2017 Monsieur le Premier ministre de ma ferme volonté de recaser, dans la mesure du possible et dans un élan humanitaire, les personnes victimes de ces démolitions. Aujourd'hui, c'est le dénouement d'un long processus. 2 sites ont été trouvés pour le recasement des victimes. Un premier site situé dans la commune de Ngor, d'une superficie de 6 hectares. Alors ce terrain est la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation. Alors, le site numéro 2, cette assiette foncière d'une superficie environ de 5 hectares, se situe à Yoff. À côté de la route de l'aéroport, sur le prolongement de la bande verte. En tout état de cause, l'aménagement de ces 2 sites permettrait parfaitement de recaser la totalité des personnes impactées par ces démolitions. Les familles victimes des démolitions de la cité Tobago sont reconnaissantes. L'expression d'une profonde gratitude envers celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur sauveur. Cette satisfaction des citoyens que nous sommes vous honore et vous élève au panthéon des hommes qui auront marqué de leur empreinte indélébile l'histoire de ce pays. Le geste est de haute portée sociale. Le président Macky Sall l'a jamais dans le cœur de ses pères et mères de famille qui avaient tout ou presque perdu après une vie de dur labeur. Et plus qu'un symbole,
Le chef de l'État a pensé à ceux qui ont vu leur maison démolie. J'ai décidé de faire remettre aux 72 familles qui ont eu des destructions des aides qui vont aller de 10 millions à 20 millions de francs CFA. La bonne nouvelle est accueillie avec joie et fierté par ces populations. Une dignité retrouvée dans un cadre rénové, marqué par la sécurisation des propriétés à travers le titre foncier généralisé est devenu gratuit avec le président Macky Sall. Dans l'actualité politique, à 5 jours des élections législatives, la Direction générale des élections assure que 70% des cartes d'identité biométriques ont été retirées. Le directeur général des élections est aussi revenu sur la distribution de manière générale de ces cartes. Tanor Tiendé-Lefal est au micro de Pape Bounachao. Nous avons reçu à ce jour 5 379 330 cartes nous venant de la DAF, réparties comme suit. 5 119 270 pour l'intérieur du pays et 260 060 pour l'étranger. Voilà le total de cartes que nous avons reçues de la DAF. Bien entendu, la production continue. Ces cartes ont été mises à la disposition des autorités administratives qui les ont, elles, mises à la disposition des commissions de distribution et des consulats. Alors, donc, au niveau national, parce que nous n'avons pas encore la situation de la distribution au niveau de l'étranger, au niveau national, nous avons enregistré 3 602 346 cartes distribuées sur les 5 119 270. Soit donc un taux de distribution de 70,13%. 70,36%. Donc nous considérons que les 2 tiers des cartes mises à la disposition des autorités administratives ont été distribuées à ce jour. Bien entendu, la distribution continuera jusqu'à la veille du scrutin et peut-être même le jour du scrutin, si bien entendu des mesures légales ou réglementaires sont prises à ce niveau-là. Pour ce qui concerne certaines régions comme Dakar, le niveau de distribution reste très moyen avec un pourcentage de 51,41%. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué la mise en place d'une nouvelle stratégie qui a consisté à mettre les cartes pour les citoyens de Dakar et qui votent à Dakar. N'est-ce pas, les cartes ont été mises au niveau des commissions des centres de vote. Et pour les citoyens qui sont de Dakar, qui sont inscrits à Dakar et qui votent à l'extérieur, ces citoyens sont invités à prendre leur carte au niveau des préfectures de la région de Dakar. Donc il y a 2 destinations pour Dakar. Ceux qui sont de Dakar et qui votent à Dakar sont invités à recevoir leur carte, à retirer leur carte au niveau de leur centre de vote. Ceux qui se sont inscrits à Dakar et qui votent dans les autres régions sont invités à aller dans les préfectures de département. Donc, avec 4 destinations principalement, Rufisque, Dakar, Pikine et Guédiawaye. Nous reviendrons en détail sur cette déclaration du directeur général des élections dans nos prochaines éditions. Dialogue des juges, c'est parti pour la 2e édition. Il s'agit d'une rencontre entre les juges du fond et les juges du droit. Elle est organisée par la Cour suprême. L'objectif est de faire face aux difficultés d'exécution des décisions de justice et d'harmoniser les positions entre les magistrats. Compte rendu Ibrahim Ondong. La réflexion s'articule autour du dialogue entre les juges du droit et les juges du fond. L'objectif étant d'harmoniser les décisions de justice, et c'est tout le sens de cette rencontre organisée par la Cour suprême. L'organisation judiciaire du Sénégal a placé la Cour suprême en haut de la pyramide et lui a donné comme mission donc d'unifier l'interprétation de la règle de droit. Nous avons ciblé 2 thèmes cette année
qui sont donc les difficultés d'interprétation des décisions de justice et la motivation des décisions de justice. Parce que la motivation de justice, c'est quelque chose de très important. Il faut que le justiciable, quand il reçoit une décision de justice, puisse savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il a perdu. Cette rencontre est la deuxième édition du genre, l'occasion pour la Cour suprême de revenir sur la cohérence des décisions de justice, gage de sécurité pour les justiciables. La collaboration entre magistrats de divers ordres pourrait être la source d'une plus grande sécurité juridique et judiciaire, et nous sommes tous conscients qu'en nous entendant majoritairement sur le sens et la portée des dispositions légales de procédure et de forme soumises à débat, nous œuvrons en faveur de la prévisibilité du droit et partant de nos décisions. Et pour davantage faire face aux difficultés d'exécution des décisions de justice, le premier président de la Cour suprême invite les juridictions d'appel à organiser des rencontres d'échange et de partage avec les tribunaux qui sont de leur ressort. Le dialogue des juges constitue un cadre adéquat d'échange entre les différents acteurs qui ont pour mission commune d'interpréter et d'appliquer la loi. Je voudrais d'ailleurs relever que pour les mêmes raisons, ce dialogue devrait également être mis en œuvre entre les juridictions d'appel et les tribunaux de leurs ressorts respectifs, compte tenu de la nécessité de cohérence d'application du droit à l'égard des justiciables. Le dialogue des juges qui commence aujourd'hui va durer 2 jours. À cet effet, des communications portant sur plusieurs thèmes seront présentées. Et puis, c'est investir dans la formation et l'innovation agricole pour éviter la dépendance à l'importation. C'est l'une des recommandations du rapport 2017 sur les politiques alimentaires mondiales, présenté ce mardi matin à Dakar par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Le document préconise également une distribution des rôles agricoles entre les zones urbaines et le monde rural. La synthèse de Mamadou Samambo. Les changements climatiques, l'accroissement de la population, la diminution des terres cultivables et le manque d'attractivité menacent directement l'agriculture dans beaucoup de contrées africaines. Pour faire face, les politiques agricoles se doivent d'être plus ingénieuses et plus concertées. Si on n'a pas cette bonne maîtrise de l'outil de conception et de mise en œuvre de politiques, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Le plus grand défi, donc, c'est d'éviter de retourner vers les mauvaises politiques. L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, qui vient en aide au pouvoir public en matière de management et de recherche agricole, tire la sonnette d'alarme. L'alimentation doit être au cœur des politiques agricoles. L'alimentation et l'agriculture, les deux vont forcément ensemble. Donc la nutrition et la sécurité alimentaire doivent constituer la priorité, surtout en milieu rural. Il doit aussi être de même dans les zones urbaines. Il résulte des données dont dispose l'Institut que l'avenir de l'agriculture africaine doit être pensé en termes d'innovation et de formation. Être compétitif dans l'avenir, c'est de maîtriser les technologies de demain. Donc la robotique et l'agriculture digitale, c'est important, c'est le moment d'investir. La biotechnologie, où sont les laboratoires, où est l'expertise nationale, où est le cadre institutionnel? Il ne sera jamais possible d'attirer les jeunes dans l'agriculture avec les technologies de leurs grands-pères. L'IFPRI présentait le rapport 2017 sur les politiques alimentaires mondiales. Rapport qui souligne sur plusieurs chapitres l'urbanisation et ses impacts sur l'alimentation des populations. Il faut faire avec, c'est la recommandation, tout en mettant des soupapes de sécurité afin d'éviter aux pays pauvres des importations massives de produits alimentaires au coût élevé et à la qualité douteuse. Merci beaucoup. Et puis, l'État du Sénégal s'engage à appuyer le recrutement des nouveaux diplômés de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique. L'annonce est eue du ministre en charge du budget. Birima Mangara a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux sortants de l'ENSAE. Roguier Touba compte rendu. C'est une cérémonie empreinte d'émotion pour de nouveaux diplômés. Sincèrement, je suis heureux de voir mes parents, mes amis et aussi, bon, la fête a été belle, quoi.
Bon, c'est déjà une grande satisfaction après tant d'années de dur labeur. Donc c'est un plaisir vraiment de recevoir ce diplôme qui nous ouvre les portes du monde du travail. Après 4 années de dur labeur, vraiment c'était une expérience très gratifiante. On a eu une formation de qualité et c'est ça qui est le plus important. Et une annonce va rendre les récipiendaires encore plus heureux. Nous appuyons, malgré le contexte difficile, le recrutement des diplômés de l'ENSAE et ceux des autres écoles de statistique ou de démographie. Ces diplômés de l'ENSAE seront recrutés pour servir leur pays, comme l'avait fait leur parrain, Feu Serigne Lamine Diop, premier Sénégalais directeur de la statistique, ancien ministre. Le parrain de votre promotion était un homme multidimensionnel. Il était à la fois un homme qui a œuvré pour la promotion statistique au Sénégal et à l'étranger, un haut fonctionnaire compétent, un homme d'État talentueux. Les qualités du parrain seront un viatique pour tous ces diplômés, fiers devant le directeur de l'ENSAE qui, lui, ressent un peu de tristesse. Cette cérémonie est la dernière pour moi en tant que directeur de l'ENSAE. En effet, dans quelques semaines, le 31 décembre 2017 précisément, s'il plaît à Dieu, j'arriverai au terme d'un voyage, j'allais dire d'une aventure. Bokar Touré aura participé à la formation de jeunes Africains capables de travailler dans les systèmes statistiques nationaux. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Budget a annoncé la délocalisation de l'ENSAE à Diamniadio dans la cité du savoir. Et puis à partir du 1er août prochain, de nouveaux volontaires de l'agriculture rejoindront les directions régionales de développement rural, des RDR, au nombre de 100, dont 24 filles. Ils constituent donc la 11e promotion spécialisée en agriculture. La cérémonie de remise de leur attestation a eu lieu ce matin au niveau du service civique national à Thiès. Compte rendu René Massiga Diouf. Prêts à servir après une sobre prestation de serment et la réception de leur diplôme. Les sortants sont au nombre de 100, dont environ 24 filles. Leur formation a duré 21 jours, 3 semaines durant lesquelles ils ont appris la discipline et fait montre d'une disponibilité sans faille à être au service de la nation. En présence des représentants des ministères de l'Agriculture et de la Jeunesse, les récipiendaires ont pris le ferme engagement de faire du civisme la clé de voûte de leurs actions. 11e promotion des volontaires de l'agriculture, ces jeunes issus de toutes les régions du Sénégal ont bénéficié de la formation nécessaire pour promouvoir les valeurs civiques et vulgariser les opportunités agricoles du pays. Ils vont servir le pays, payer l'impôt du temps, mais également se servir eux-mêmes parce qu'ils ont une qualification gratuite qui n'est pas donnée à n'importe qui. Donc je crois que ça, c'est notre rôle dans le cadre de la construction citoyenne, former des Sénégalais, leur doter du civisme ou bien renforcer le patriotisme pour servir le pays. Leur formation est inscrite dans le cadre du volet capital humain du plan Sénégal émergent. Elle repose sur un programme de 2 segments dont la discipline et la rigueur militaire constituent le socle. Cette promotion est spécialisée dans l'agriculture, notamment sur les semences et l'horticulture. Vous êtes volontaire, demeurez volontaire et restez volontaire. Je suis persuadé que si vous êtes volontaire et que vous demeurez volontaire et que vous restez volontaire, la nation sénégalaise vous en sera reconnaissante. On est prêt et engagé, sans rien attendre de retour, pour contribuer au développement de notre pays. J'en profite de l'occasion pour dire à tous les jeunes de s'engager à participer au développement de leur pays et de ne plus rien attendre du gouvernement. À partir du 1er août, ils seront affectés auprès des directions régionales de développement rural pour 2 ans, 2 années à l'issue desquelles ils pourront travailler pour leur propre compte en tirant un maximum de profit des connaissances et expériences acquises.
La deuxième promotion des ASP de Diourbel a officiellement pris fonction dans cette région. Ils seront présents dans la capitale régionale et à Touba, mais également dans les domiciles de certaines autorités religieuses. Les autorités administratives les invitent à suivre l'exemple de la première promotion qui s'est bien comportée, nous dit Hamidou Diop. Le témoignage a été fait en pleine cérémonie d'installation. À Diourbel, les ASP ont joué un rôle essentiel lors de l'incendie au marché Ndoumbe Diop. Vendredi, donc 14, nous sommes confrontés à un incendie nocturne donc au niveau du marché Ndoumbe Diop. Et dès les premières minutes, il faudrait donc sécuriser donc, le lieu du drame. Nous avons mis en contribution la brigade spéciale qui était au niveau de la préfecture de Diourbel et qui était composée de 20 ASP. Et ils ont apporté quand même le concours pour sécuriser donc les lieux et ça permet également aux sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement. Avec 10 000 dans la première promotion et 3 000 dans la deuxième, les potentialités ne manquent pas avec les ASP. Il reste seulement aux collectivités locales de saisir l'occasion. La loi de décentralisation de 1996 confère aux maires des pouvoirs de police administrative réels. De la même manière, l'exploit de la décentralisation. Aujourd'hui, avec la disparition de la police municipale au Sénégal, les maires n'ont plus d'outils pour exercer leur pouvoir de police. D'où l'importance vraiment de collaborer avec les ASP pour repositionner cette police municipale, pour mettre en place la police des marchés, la police du stationnement, la police de l'encombrement, parce que tout cela vraiment est conféré par les lois de décentralisation. Le maire a des pouvoirs dans ce domaine. À Touba et précisément à l'hôpital Matlaboul Boul Fawzeyni, les ASP contribuent à l'orientation et à la sécurisation des lieux. Vous êtes venu avec un effectif de 40 personnes. Je crois que nous souhaitons augmenter cet effectif compte tenu des problèmes de sécurité qui prévaut dans la ville de Touba. D'après ce que j'ai vu, je suis vraiment rassuré. Nous avons compris que l'agence s'est investie dans, en tout cas, la solution, en tout cas, sous certains rapports, du point de vue de la proximité, à ces problèmes de sécurité. À Touba, toujours, la deuxième promotion des ASP a été officiellement installée. Le porte-parole Serine Bassirou Abdoul Khadr a bien apprécié leur arrivée et a prié pour la réussite de l'agence dans toutes ses missions. Santé, les pédiatres du Sénégal ont tenu leur 5e congrès national. Le thème principal concernait les troubles nutritionnels chez l'enfant. Parmi les autres questions abordées, les urgences, la vaccination et les infections. Les précisions de Oumar Diaw. Voilà plus de 20 ans, la Société sénégalaise de pédiatrie tenait son premier congrès. L'événement a souffert d'irrégularités dans son organisation. Ses membres veulent corriger cet état de fait et cette année, ils se sont réunis autour de la nutrition. Les troubles nutritionnels chez l'enfant. Actuellement, tout le monde le reconnaît. Le rôle majeur de la nutrition dans la programmation du développement de la santé à l'âge adulte. L'état de santé des adultes s'explique en grande partie par l'enfance. À l'échelle du monde, la malnutrition dans ses aspects de carence et de surcharge est un problème de santé publique. Dans les pays pauvres, c'est encore une grosse épine. Au Sénégal, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est de 8,8% selon l'enquête SMART et celle de la malnutrition chronique se situe à 15,5%. Cependant, il existe des inégalités géographiques dans sa répartition. Le congrès a aussi abordé les problématiques des maladies infectieuses de l'enfant et de la vaccination. Ce dernier sous-thème et les initiatives de récupération nutritionnelle sont en bonne place dans le champ d'intervention de l'UNICEF. À titre d'exemple, jusqu'à ce jour, l'approvisionnement des entrantes pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au Sénégal est exclusivement assuré par l'UNICEF. La contribution des sociétés savantes à l'amélioration des conditions de santé est appréciée. Celle des pédiatres en particulier aide à édifier une bonne santé ultérieurement. Leur travail quotidien dans la protection de l'enfant permet une baisse de la mortalité dans cette tranche d'âge fragile. Ce soir, nous allons à la chasse. La chasse de Diobaye à Fatick existe depuis 1303. Chaque année, les habitants du Sine perpétuent leurs valeurs traditionnelles à l'occasion de la chasse de Diobaye. La rubrique au cœur de nos cultures nous y invite. Elle est signée Tierno Armadoussi. Dans le Sine, dans une rue de Fatick,
des chasseurs qui perpétuent le legs de leurs ancêtres. Une chasse traditionnelle qui rappelle à bien des égards que Fatick a été fondée par un chasseur, Walpar Ndiaye. Certaines années, on a eu à subir une longue sécheresse. Les habitants de Fatick étant pour la plupart des pasteurs, des pêcheurs et des chasseurs, ont eu à une journée à aller à la chasse. Ils ont tué un gibier et curieusement, c'est à cet instant-là que la sécheresse s'est arrêtée. Il y a eu une forte pluie. Et depuis lors, ils n'ont plus cessé de se rappeler de cette date en organisant une chasse dans la forêt d'un petit village qui est à quelques coudées de Fatick du nom de Diobaye. La chasse de Diobaye existe depuis 1303. Chaque année, elle est rythmée par une panoplie d'activités. Pour cette 714e édition, tout est respect des valeurs culturelles. C'est une des cultures les plus respectées actuellement à Fatick. Et cette chasse est précédée de plusieurs rituels, notamment les veillées nocturnes, ou bien qu'on appelle communément séance divinatoire. Ces veillées ont pour objectif de prévoir comment l'hivernage va se dérouler. Jour de chasse, jour de baignade aussi. Pour ces enfants du Sine, c'est aussi une occasion de rendre hommage à leur génie protecteur. Mammilis est un grand génie. Il protège toute notre communauté. Beaucoup de questions tournent autour de l'attachement que nous avons envers lui. À l'occasion de la chasse de Diobaye, les saltigués démontrent qu'ils veillent sur la communauté. Entre séances de prédiction et interprétation des rêves, toutes les facettes de la culture sérère sont passées au peigne fin. C'est un rituel qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de protocole. Une fois que les gens sont là, il y a les représentants de l'administration, les autorités politiques administratives et tout, mais le plus souvent, ils n'ont pas à intervenir. Seul le chef de village prenait la parole pour remercier les gens et pour leur dire que la séance est ouverte, on peut commencer les danses. Dans une effervescence exceptionnelle à Ndiaye, Fatick, les Sérères démontrent ici qu'ils ne sont pas prêts à ranger aux oubliettes leurs valeurs culturelles. Voilà pour la rubrique au cœur de nos cultures. Elle revient mardi prochain. En attendant les échos des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, en football, le Sénégal a fait match nul vierge face au Maroc. Cette deuxième sortie a permis à l'équipe sénégalaise de se jauger à une sélection marocaine plus expérimentée. Pour la qualification, le Sénégal devra attendre le résultat de la rencontre Maroc-Île Maurice. En attendant, notre envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaziz Ban, revient ici sur les temps forts Sénégal-Maroc. Cette rencontre face au Maroc a été très compliquée pour les Lionceaux. Les Marocains plus expérimentés ont dominé la partie. Le Sénégal a su contenir les assauts répétés jusqu'à obtenir un match nul blanc. La consigne était claire. Rester en bloc, faire cadrer le porteur. Et aussi, si on récupère le ballon, on allait plus vite. En abordant ce match, on savait que voilà, ça allait être un match difficile face à une grande nation du football, le Maroc. Et qui était beaucoup plus préparés que nous. Voilà, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble et ils sont plus âgés et plus expérimentés que nous. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a défendu avec valeur les couleurs de notre pays. Voilà, c'était vraiment pas facile, on a défendu tout le match, mais voilà, par la grâce de Dieu, on s'est bien défendu et bon, on ramène quand même le point du match nul, c'est déjà bien, c'est une bonne chose. Le staff technique de son côté se satisfait du résultat obtenu et croit à la qualification. Nous, on a des cadets. On a amené des 2001 et des 2002. Les Marocains, c'est des 98. Donc, vous voyez, il y a trop de différence. C'est des 97, 98. Nous, on a amené des 2000, 2001. Donc, aujourd'hui, moi, je suis très content du résultat, sincèrement. C'est vrai que je voulais gagner, mais je sais qu'en face, il y avait une équipe expérimentée. Et n'oubliez pas que nous, on a travaillé que pendant 10 jours avec ces jeunes garçons. Que 10 jours. En 10 jours, on ne pouvait rien faire d'extraordinaire. Mais vraiment,
On a motivé les gosses, on leur a parlé et je pense qu'ils ont été réceptifs. Après une victoire et un match nul, l'équipe du Sénégal n'est pas encore qualifiée. Il lui faudra attendre le résultat de la rencontre Maroc-Île Maurice pour être édifié. Dans le cadre de ces Jeux de la francophonie, toujours, la troupe de danse PASTEF du Sénégal s'est produite au Palais de la Culture d'Abidjan. Ses représentants du Sénégal ont présenté une pièce dénommée Terre qui revient sur la mendicité. Nous retrouvons Abdulaziz Ban pour les meilleures séquences. Sur scène, la troupe PASTEF du Sénégal, elle présente la pièce intitulée Terre. Le thème porte sur la mendicité des enfants. Un peu la vie des enfants talibés qui sont les enfants de la rue qui mendient chaque jour pour soit répondre à leur faim ou bien nourrir aussi de certaines personnes qui sont là, des adultes qui sont là, qui les exploitent, etc. Par la même occasion aussi, nous avons voulu faire passer un message de solidarité, mais être solidaire aussi, c'est penser à comment les sortir de cette situation et voilà, leur offrir leur chance. La pièce Terre est accompagnée de discours de grands hommes tels que Cheikh Anta Diop ou encore Thomas Sankara. Le discours parce que voilà, c'était des visionnaires. Nous jugeons que c'était des visionnaires. Bon, Cheikh Anta n'était pas chef d'État, mais c'était un homme à la carrure, voilà, un homme qu'on ne présente plus. Son discours aussi reste toujours valable. Donc pourquoi pas les rappeler, les mettre dans nos pièces et voilà, pour essayer de rendre beaucoup plus efficient notre message. Les instruments utilisés ont leur sens. Le khiti, le tam-tam, entre autres instruments, ont joué leur partition. Oui, nous avons utilisé ces musiques traditionnelles qui nous sont propres, parce que aussi quand on parle de talibé, automatiquement on pense au Sénégal, on pense aussi à l'Afrique. Voilà, pour mettre tout ceci dans son contexte et essayer d'apporter des émotions, on a préféré utiliser nos instruments pour rester dans notre Afrique, même dans notre Afrique sonore. En attendant les résultats, le public a bien apprécié cette prestation de la troupe PASTEF de Dalifort, des jeunes dont le seul souhait est de remporter une médaille pour honorer le Sénégal. Bonne chance alors. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS100. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne électorale. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les déguerpis de la cité Tobago juxtant le domaine aéroportuaire viennent d'être recasés par le chef de l'État. 2 sites à Ngor et à Yoff ont été mis à leur disposition. Les 72 familles victimes de destruction de leurs biens ont été aussi indemnisées. Innover dans la production et la transformation des produits agricoles pour éviter la dépendance à l'importation. C'est la recommandation phare du rapport 2017 de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires. Les grandes lignes à découvrir dans cette édition. Nous vous invitons à une partie de chasse au cœur du Sine, une pratique annuelle que perpétuent les habitants de Ndiaye Ndiaye à Fatick. La chasse de Diobaye est un legs de 1303 que la rubrique au cœur de nos cultures revisite ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, les 336 familles victimes du déguerpissement au niveau du domaine public aéroportuaire de la cité Tobago viennent d'être recasées. 2 sites ont été choisis à Ngor et à Yoff. Le président Macky Sall a également décidé de soutenir les 72 familles qui ont eu des biens détruits à travers un appui de 10 à 20 millions de francs CFA pour chaque victime. La cérémonie de remise d'attestation d'attribution de parcelles s'est tenue hier à la salle des banquets. Compte rendu par Biram Bigenyaï.
tey suñu xol dafa fees. Le soulagement. ñoo defal lu rëy ndax tey jii du la toj ma sa am toj yàgg naa am ci réew mi te mujjul fenn. Après 25 mois de supplice, président yaa gore. Fini la souffrance et le calvaire de 336 familles victimes de déguerpissement sur le domaine public aéroportuaire voisine à la cité Tobago en juin 2015. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il s'agit pour le président de la République Macky Sall de réparer un préjudice. Dans un élan humanitaire empreinte de générosité, le chef de l'État a fait de ce dossier sensible une priorité, suivie au quotidien par le gouvernement. Attaché au principe de justice sociale, j'informais le 16 mai 2017 Monsieur le Premier ministre de ma ferme volonté de recaser dans la mesure du possible et dans un élan humanitaire. Le directeur général des élections est aussi revenu sur la distribution de manière générale de ces cartes. Tanor Tiendé-Lefal est au micro de Pape Bouna Thiaw. Nous avons reçu à ce jour 5 379 330 cartes nous venant de la DAF, réparties comme suit. 5 119 270 pour l'intérieur du pays et 260 060 pour l'étranger. Voilà le total de cartes que nous avons reçues de la DAF. Bien entendu, la production continue. Ces cartes ont été mises à la disposition des autorités administratives qui les ont, elles, mises à la disposition des commissions de distribution. Alors, et des consulats. Alors, donc au niveau national, parce que nous n'avons pas encore la situation de la distribution au niveau de l'étranger, au niveau national, nous avons enregistré 3 602 346 cartes distribuées sur les 5 119 270. Soit donc un taux de distribution de 70,13%. 70,36%. Donc nous considérons que les 2 tiers des cartes mises à la disposition des autorités administratives ont été distribuées à ce jour. Bien entendu, la distribution continuera jusqu'à la veille du scrutin et peut-être même le jour du scrutin, si bien entendu des mesures légales ou réglementaires sont prises à ce niveau-là. Pour ce qui concerne certaines régions, comme Dakar, le niveau de distribution reste très moyen, avec un pourcentage de 51,41%. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué la mise en place d'une nouvelle stratégie qui a consisté à mettre les cartes pour les citoyens de Dakar et qui votent à Dakar. N'est-ce pas, les cartes ont été mises au niveau des commissions des centres de vote. Et pour les citoyens qui sont de Dakar, qui sont inscrits à Dakar et qui votent à l'extérieur, ces citoyens sont invités à prendre leur carte au niveau des préfectures de la région de Dakar. Donc il y a 2 destinations pour Dakar. Ceux qui sont de Dakar et qui votent à Dakar sont invités à recevoir leur carte, à retirer leur carte au niveau de leur centre de vote. Ceux qui se sont inscrits à Dakar et qui votent dans les autres régions sont invités à aller dans les préfectures de département. Donc, les personnes victimes de ces démolitions. Aujourd'hui, c'est le dénouement d'un long processus. 2 sites ont été trouvés pour le recasement des victimes. Un premier site situé dans la commune de Ngor, d'une superficie de 6 hectares. Alors ce terrain est la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation. Alors le site numéro 2
Cette assiette foncière d'une superficie environ de 5 hectares se situe à Yoff. À côté de la route de l'aéroport, sur le prolongement de la bande verte. En tout état de cause, l'aménagement de ces deux sites permettrait parfaitement de recaser la totalité des personnes impactées par ces démolitions. Les familles victimes des démolitions de la cité Tobago sont reconnaissantes. L'expression d'une profonde gratitude. Envers celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur sauveur. Cette satisfaction des citoyens que nous sommes vous honore et vous élève au panthéon des hommes qui auront marqué de leur empreinte indélébile l'histoire de ce pays. Le geste est de haute portée sociale. Le président Macky Sall l'a jamais dans le cœur de ses pères et mères de famille qui avaient tout ou presque perdu après une vie de dur labeur. Et plus qu'un symbole, le chef de l'État a pensé à ceux qui ont vu leur maison démolie. J'ai décidé de faire remettre aux 72 familles qui ont eu des destructions des aides qui vont aller de 10 millions à 20 millions de francs CFA. La bonne nouvelle est accueillie avec joie et fierté par ces populations. Une dignité retrouvée dans un cadre rénové, marqué par la sécurisation des propriétés à travers le titre foncier généralisé est devenu gratuit avec le président Macky Sall. Dans l'actualité politique, à 5 jours des élections législatives, la Direction générale des élections assure que 70% des cartes d'identité biométriques ont été retirées. Le direct sur les politiques alimentaires mondiales, présenté ce mardi matin à Dakar par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, le document préconise également une distribution des rôles agricoles entre les zones urbaines et le monde rural. La synthèse de Mamadou Samambo. Les changements climatiques, l'accroissement de la population, la diminution des terres cultivables et le manque d'attractivité menacent directement l'agriculture dans beaucoup de contrées africaines. Pour faire face, les politiques agricoles se doivent d'être plus ingénieuses et plus concertées. Si on n'a pas cette bonne maîtrise de l'outil de conception et de mise en œuvre de politiques, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Le plus grand défi, donc, c'est d'éviter de retourner vers les mauvaises politiques. L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, qui vient en aide au pouvoir public en matière de management et de recherche agricole, tire la sonnette d'alarme. L'alimentation doit être au cœur des politiques agricoles. L'alimentation et l'agriculture, les deux vont forcément ensemble. Donc la nutrition et la sécurité alimentaire doivent constituer la priorité, surtout en milieu rural. Il doit aussi être de même dans les zones urbaines. Il résulte des données dont dispose l'Institut que l'avenir de l'agriculture africaine doit être pensé en termes d'innovation et de formation. Être compétitif dans l'avenir, c'est de maîtriser les technologies de demain. Donc la robotique et l'agriculture digitale, c'est important, c'est le moment d'investir. La biotechnologie, où sont les laboratoires, où est l'expertise nationale, où est le cadre institutionnel? Il ne sera jamais possible d'attirer les jeunes dans l'agriculture avec les technologies de leurs grands-pères. L'IFPRI présentait le rapport 2017 sur les politiques alimentaires mondiales. Rapport qui souligne sur plusieurs chapitres l'urbanisation et ses impacts sur l'alimentation des populations. Il faut faire avec, c'est la recommandation, tout en mettant des soupapes de sécurité afin d'éviter aux pays pauvres des importations massives de produits alimentaires au coût élevé et à la qualité douteuse. Merci beaucoup. Et puis, l'État du Sénégal s'engage à appuyer le recrutement des nouveaux diplômés de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique. L'annonce est du ministre en charge du budget. Birima Mangara a présidé la cérémonie de remise des diplômes sortant de l'ENSAE. Roguier Touba compte rendu.
C'est une cérémonie empreinte d'émotion pour de nouveaux diplômés. Sincèrement, je suis heureux de voir mes parents, mes amis et aussi, bon, la fête a été belle quoi. Bon, c'est déjà une grande satisfaction après tant d'années de dur labeur. Donc c'est un plaisir vraiment de recevoir ce diplôme qui nous ouvre les portes du monde du travail. Avec 4 destinations principalement, Rufisque, Dakar, Pikine et Guédiawaye. Nous reviendrons en détail sur cette déclaration du directeur général des élections dans nos prochaines éditions. Dialogue des juges, c'est parti pour la 2e édition. Il s'agit d'une rencontre entre les juges du fond et les juges du droit. Elle est organisée par la Cour suprême. L'objectif est de faire face aux difficultés d'exécution des décisions de justice et d'harmoniser les positions entre les magistrats. Compte rendu Ibrahim Ndonga. La réflexion s'articule autour du dialogue entre les juges du droit et les juges du fond. L'objectif étant d'harmoniser les décisions de justice, et c'est tout le sens de cette rencontre organisée par la Cour suprême. L'organisation judiciaire du Sénégal a placé la Cour suprême en haut de la pyramide et lui a donné comme mission donc d'unifier l'interprétation de la règle de droit. Nous avons ciblé 2 thèmes cette année qui sont donc les difficultés d'interprétation des décisions de justice et la motivation des décisions de justice. Parce que la motivation de justice, c'est quelque chose de très important. Il faut que le justiciable, quand il reçoit une décision de justice, puisse savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il a perdu. Cette rencontre est la 2e édition du genre, l'occasion pour la Cour suprême de revenir sur la cohérence des décisions de justice, gage de sécurité pour les justiciables. La collaboration entre magistrats de divers ordres pourrait être la source d'une plus grande sécurité juridique et judiciaire, et nous sommes tous conscients qu'en nous entendant majoritairement sur le sens et la portée des dispositions légales de procédure et de forme soumises à débat, nous œuvrons en faveur de la prévisibilité du droit et partant de nos décisions. Et pour davantage faire face aux difficultés d'exécution des décisions de justice, le premier président de la Cour suprême invite les juridictions d'appel à organiser des rencontres d'échange et de partage avec les tribunaux qui sont de leur ressort. Le dialogue des juges constitue un cadre adéquat d'échange entre les différents acteurs qui ont pour mission commune d'interpréter et d'appliquer la loi. Je voudrais d'ailleurs relever que pour les mêmes raisons, ce dialogue devrait également être mis en œuvre entre les juridictions d'appel et les tribunaux de leurs ressorts respectifs, compte tenu de la nécessité de cohérence d'application du droit à l'égard des justiciables. Le dialogue des juges qui commence aujourd'hui va durer 2 jours. À cet effet, des communications portant sur plusieurs thèmes seront présentées. Et puis c'est investir dans la formation et l'innovation agricole pour éviter la dépendance à l'importation. C'est l'une des recommandations du rapport 2017